Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis en direct du parc Lady Alice Robbie à Montréal avec toute l'équipe PAWA. Et donc on va faire notre live en direct aujourd'hui. Nouvelle tentative. Alors, bonjour tout le monde. OK, fait qu'on va essayer de se setuper comme ça. Et voilà, donc bienvenue à notre PAWA Live hebdomadaire. Donc cette semaine, JF Lanou, vous l'avez vu, là, il est en short, il est presque en vacances, donc il ne sera pas avec moi pour cette semaine. Je vais faire ça en solo. Donc on va parler d'amélioration des prévisions dans un contexte de crise. Donc, on passe ça. Êtes-vous prêts? Yeah! C'est bon. Hey, c'est rare qu'on a de la vie sur place. OK, fait que, donc, je me présente, je suis Dominique Blouin. Ça fait 20 ans que je travaille en informatique. Je développe des logiciels pour les manufacturiers, les distributeurs et les agents. Principalement des solutions qui permettent aux gens d'utiliser les données pour vendre mieux. Je suis aussi président de Devidé, la firme qui développe le logiciel PAWA, un logiciel qui permet de gérer les prévisions, gérer les ventes, gérer les promotions, surtout utiliser les données pour accélérer la croissance des ventes. Donc, à chaque semaine, dans notre PAWA Hebdo, depuis quelques semaines, on présente des sujets qui touchent l'utilisation des données pour mieux vendre. Donc, on passe ça pour cette semaine. Donc, cette semaine, PAWA Hebdo, améliorer les prévisions de vente en temps de crise. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que les prévisions de vente dans les entreprises, c'est un processus souvent qui est brisé. Ça ne fonctionne pas. Les gens travaillent dans Excel, c'est inefficace. Donc, ils font des mauvaises prévisions. Et c'est stratégiquement extrêmement important de faire des bonnes prévisions parce que ça a un impact sur le cash. Beaucoup d'impact sur le cash, sur les liquidités, sur le cash flow, sur les profits, sur l'inventaire. Des bonnes prévisions, ça a un effet très, très important sur tous ces aspects-là. Ensuite de ça, au niveau de votre réputation comme entreprise, si vous n'êtes pas en mesure de prévoir comme il faut la demande, ça peut avoir des impacts très significatifs. Vous le voyez avec beaucoup d'entreprises en ce moment dans le contexte courant où les gens ne sont pas capables de fournir. Et d'autres vont être obligés de fermer parce qu'ils sont mal organisés. Et au niveau de vos employés, bien, la main-d'œuvre, ça a un impact direct sur eux. Si vous faites des mauvaises prévisions, il y a des pertes d'emploi où vous allez vous retrouver dans des contextes de pénurie de main-d'œuvre où vous n'avez pas prévu votre main-d'œuvre d'avance parce que vous ne faites pas les bonnes prévisions. Donc, dans le contexte de la crise du COVID, il y a des changements d'habitude de consommation vraiment significatifs. Là, on s'en rend compte, c'est très, très clair à tous les jours, on voit ça. Et votre capacité de prévoir devient encore plus importante. Dans bien des cas, c'est une question de survie pour les entreprises. Si vous ne prévoyez pas correctement, ça peut vouloir dire la fin de votre entreprise. Donc, on va essayer de discuter, d'augmenter les prévisions pour augmenter vos chances de succès dans un contexte comme celui-là. Et voilà. On est à l'ancienne cette semaine. 4 minutes. Merci, JF. Donc, quels sont nos sujets? On va regarder la vision par rapport à la sortie de crise. Donc, premier sujet, qu'est-ce qui se passe au niveau macroscopique par rapport à la sortie de crise? Comment vous pouvez vous positionner? Deuxièmement, les impacts sur les fournisseurs CPG, c'est-à-dire au niveau du commerce de détail, ceux qui fournissent les produits spécifiques. C'est quoi les questions que vous avez à vous poser dans ce contexte-là? Comment vous pouvez transformer votre entreprise pour mieux faire vos prévisions puis vous tirer votre épingle du jeu? Et on va parler du processus SNOP de façon sommaire, Sales and Operation Planning. Si vous ne connaissez pas ça, ça va vous donner une idée sur comment structurer ce processus-là. Et ensuite de ça, on va finir avec des trucs pour passer à l'action, réellement avoir un impact maintenant. Donc, je ne sais pas si
la plupart des gens qui travaillent dans le domaine du commerce de détail connaissent Nielsen, qui est un agrégateur de données qui produit beaucoup d'études au niveau du commerce de détail. Donc, il y a une étude sur la page d'accueil de leur site en ce moment, là, très intéressante, qui parle de l'impact sur les fast-moving consumer goods. Donc, quel est l'impact du COVID sur les biens de consommation qui tournent rapidement dans les magasins? Donc, j'ai trouvé que c'était bien intéressant au niveau macroscopique de regarder les 3 prévisions de sortie de crise qu'eux ont identifiées. La première prévision, c'est le rebound. Donc ça, c'est un des états. On dit maintenant, on est dans le maintenant. Il y a déjà des entreprises qui sont en mode rebound. C'est-à-dire que la crise les a affectées pendant quelques semaines, voire quelques jours dans certains cas. Et il y a vraiment eu un effet où leurs ventes ont explosé à cause du COVID. Et eux sont déjà dans réactiver leur entreprise. Donc ça, c'est dans le très court terme. C'est ce qu'on peut voir maintenant. L'autre phénomène, l'autre possibilité de sortie de crise, c'est le reboot. Donc, dans le rebound, là, pensez à les épiceries. Et vous vous souvenez à quel point il y a eu des gens dans les épiceries le lendemain de la première journée où ils ont réouvert, les quincailleries. Donc, il y a des catégories de produits où c'est vraiment très fort. Au niveau du reboot, pensez salon de coiffeur. Là, c'est un horizon de 0-3 mois. On part du moment maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va repartir des entreprises. Donc, on parle de reboot. Reinvent, bien là, on parle de, à plus moyen terme, pensez tourisme, pensez aviation. Donc, comment ces entreprises-là vont devoir se réinventer. Là, on ne parle pas de réactiver, là, on parle de vraiment se réinventer. Donc, c'est important. Je pense que c'est bien. Allez voir l'étude. Il y a beaucoup de détails intéressants. Partout géographiquement, on explique ce qui se passe au niveau des phénomènes de mouvement de stock et analyser où vous en êtes. Votre entreprise, elle se positionne où par rapport à ça? Puis en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir un plan, puis des stratégies, des tactiques, puis être prêt. Donc ça, c'est une des stratégies très intéressantes au niveau macro. On est comment dans le temps, Gia? On est 7 minutes 30. Passé ou à venir? Qui reste? Passé. OK, parfait. Bonjour, monsieur. Donc, deuxième phénomène, on va parler, là, on est parti du très macro au niveau du marché. On va descendre plus au niveau des impacts sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà? Moi, j'en ai noté 3. Là. Il y a beaucoup d'études qui sortent, mais je les ai classées en 3 phénomènes. Le premier, c'est le direct to consumer. Pensez Amazon, là, à quel point il y a des catégories de produits où les gens se sont tournés vers le commerce électronique et ça va être permanent comme phénomène. Donc, dans certains cas, il y a vraiment un mouvement là, les gens veulent se servir eux-mêmes. Après ça, le deuxième impact important, c'est le service à la clientèle. Dans un contexte d'incertitude comme ça, là, si vous n'avez pas un bon service à la clientèle qui est transparent, qui explique pourquoi vous n'êtes pas en mesure de livrer du stock ou qui donne l'information à savoir quand est-ce que vous allez revenir en fonction, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les médias sociaux pour critiquer les entreprises. Donc, ça prend beaucoup de transparence, puis un service à la clientèle vraiment efficace. Donc, ça, c'est quelque chose qui va probablement rester parce que le contact s'est établi entre les consommateurs et les services à la clientèle, puis ils ne pourront plus s'en passer. Ensuite de ça, il y a des changements aux habitudes. C'est nous, comme consommateurs, nos habitudes ont changé. C'est rapide, c'est des changements très rapides. On est face à un choc, donc on s'est tout de suite adapté. Maintenant, est-ce que ça va être permanent? C'est une bonne question. On ne sait pas encore. Il y a certaines catégories où les gens pensent que ça va rester, les habitudes vont rester. Il y en a d'autres où on se dit que peut-être qu'on va revenir dans nos vieilles pantoufles éventuellement. Mais il faut être conscient des changements d'habitude de consommation et il y a du data qui nous prouve que ça a déjà commencé à avoir des effets significatifs. Le quatrième phénomène, je vous dirais que c'est
la nécessité d'utiliser les données et d'être agile. Donc, si vous n'étiez pas équipé en termes de prévision, de gestion de vos ventes, de gestion de vos inventaires, de connaissance des données de vos clients et des consommateurs, si vous étiez déjà dans une situation difficile, il est encore plus temps maintenant de vous équiper puis d'avancer. Parce que les entreprises qui ont le plus d'informations, le plus de data, c'est dans ces entreprises-là que ça va faire moins mal parce qu'ils sont en mesure de s'adapter plus rapidement. Et il faut que le processus d'analyse s'accélère aussi parce que si ça vous prend des semaines de prendre des décisions, en ce moment, on parle en termes plutôt de jours. Si ça vous prenait des mois, descendez en termes de semaines. Donc, il faut être vraiment plus agile. Bon, donc, au niveau des prévisions de vente, si on descend là, pour vous, dans vos entreprises, donc on a parlé un peu du marché. Il y a des effets dans le marché, il y a des effets au niveau des consommateurs, il y a des effets au niveau de vos clients, il y a des effets au niveau de vos distributeurs. Donc, tout ça, c'est une cascade d'effets qui s'en va jusque chez vous. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour réagir à tous ces phénomènes-là de façon adéquate? Puis, je ne sais pas si vous connaissez le bullwhip effect. Je vous dirais juste aller faire des recherches là-dessus, le bullwhip effect. L'idée, c'est que quand il y a un mouvement qui se produit dans la chaîne d'approvisionnement qui n'est pas chez vous, par exemple, si un client décide de commander plus, peut-être que le partenaire va commander encore plus votre distributeur et vous allez vous trouver à produire énormément de stock alors que le consommateur, lui, il n'en a pas vraiment demandé autant. Donc, cet effet-là, plus vous avez de données, plus vous allez être en mesure de le contrôler et de prendre des bonnes décisions et de conseiller tout le monde au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, tout est à remettre en question, mais moi, j'irais par bullet point comme ça. Au niveau des prix, il y a déjà des statistiques qui prouvent que tout à coup, l'effet des prix a changé de façon significative au niveau du consommateur. C'est pas parce que vous réduisez votre prix de 10 cents que vous allez en vendre plus. Les consommateurs ne regardent plus exactement la question du prix dans certaines catégories de produits. Donc, questionnez-vous sur la pertinence de jouer avec vos prix, les montées, les descentes. On n'a pas les mêmes comportements que d'habitude au niveau de l'effet des prix sur le consommateur. Donc, il faut vraiment observer ça comme il faut. Si vous aviez prévu des augmentations, des diminutions de prix au courant de l'année qui s'en vient, c'est le temps de les réviser puis de réellement réfléchir à ça. Ensuite de ça, on a parlé des canaux de distribution. Peut-être que vous allez avoir la même quantité de ventes, mais ça va se déplacer chez d'autres clients. Il faut avoir une visibilité là-dessus puis une conscience. Ce n'est pas le temps de travailler en silo puis d'avoir la personne qui travaille chez Amazon comme Key Account Manager qui se pète les bretelles pendant que les autres ont de la misère à rentrer des prévisions. Il faut regarder le phénomène dans sa globalité, puis communiquer l'information entre les différents canaux à l'intérieur de l'entreprise, puis être conscient de ce qui se passe. Au niveau des marques aussi, l'effet des marques sur les consommateurs en ce moment dans certaines catégories est assez important. Pensez environnement, santé, local, tous les gens s'attachent à ces phénomènes-là et ça, c'est du branding. Et il faut accorder une importance à ça parce qu'il y a certains produits, peut-être que tout à coup, les marques privées dans certaines catégories vont être moins intéressantes que des marques qui ont une image et qui démontrent que c'est local et qu'ils ont à cœur la santé des gens. Le service à la clientèle aussi a des effets significatifs, on en a parlé. Au niveau de vos promotions, il faut réviser ça aussi. Fait que tout est à réviser. Les promotions, on ne peut pas faire les promotions qu'on avait prévues au début de l'année. Votre calendrier promotionnel, il n'est plus bon. Il faut le refaire. Vos catégories de produits, il faut regarder c'est quoi votre distribution. Puis comme on parlait tantôt par rapport à la façon dont le marché va reprendre, il y a peut-être des catégories qui vont reprendre plus vite, puis d'autres plus lentement. Donc, il faut observer ça. Au niveau territorial, vous allez dire, bon, si on va aux États-Unis, oups, le marché est repris, tout va bien. Au Canada, ça reprend un peu plus lentement. Dans les différentes régions, il faut observer aussi ce qui se passe puis avoir une capacité de réagir. La taille du panier, quand les gens vont à l'épicerie,
ils vont ramasser plus de produits en même temps. Et votre capacité à produire, là, vous pouvez dire à tout le monde que vous avez les meilleurs masques sur la Terre. Si vous êtes capable d'en produire 1000 par semaine puis que vous en vendez 100 000, vous n'allez pas durer longtemps. Donc, il faut aussi être capable d'être spécifique dans l'analyse que vous faites. Donc, allez identifier, pas de façon globale les choses. OK, nos ventes ont augmenté de 1%. Il faut aller voir ce qu'on appelle les worst offenders en bon français, là. C'est où que ça fait mal. Ça peut être un produit spécifique qui, tout à coup, fait en sorte que la compagnie s'en va dans une direction ou dans une autre. Il faut être capable d'aller voir ça puis de l'observer correctement. On est à 15 minutes? Yes, 16 en fait. 16, bon. OK. Ça se détériore de page en page. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de transformation? Là, vous avez de l'information sur ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, j'identifie essentiellement 4 points. On pourrait faire un checklist de 100 items, là. Quand on parle de prévision, si on regarde, on a assez d'expérience, ça fait 15 ans qu'on fait des outils de prévision. Si vous êtes encore dans Excel en train de vous envoyer des courriels puis de perdre du temps, c'est pas le bon outil. C'est pas là que ça va fonctionner. Excel, c'est pas le futur des prévisions. Il y a des outils vraiment mieux que ça. Et le temps que vous perdez dans Excel, puis les erreurs que vous faites, chaque minute que vous perdez à ne pas consolider l'information de façon adéquate, à ne pas centraliser l'information de prévision, c'est grave. Donc, regardez pour améliorer vos outils. Deuxième chose, mesurez la précision de vos prévisions. C'est incroyable comment il y a peu d'entreprises qui font réellement une mesure de leur précision. Même si vous avez 60% d'accuracy ou de précision, c'est pas une raison de ne pas le mesurer. Peut-être que dans 2 semaines, vous allez avoir 65, puis dans 3 semaines, vous allez avoir 68. Il faut le mesurer de façon continue avec un processus puis des outils qui sont clairs. Puis vous devez regarder, c'est quoi mon score quand je prévois 2 semaines d'avance, 4 semaines d'avance, 8 semaines d'avance. C'est pas le temps de viser le target annuel, là. C'est le temps d'être capable de réagir correctement puis de voir si on s'améliore à court terme. Aussi, gardez des traces de vos décisions. Donc, quand vous faites passer votre prévision de 100 000 items à 150 000 items, il faut savoir ça vient d'où, là, ce changement-là. C'est qui a pris cette décision-là? C'était basé sur quoi? C'est pas le temps qu'il y a quelqu'un qui passe en arrière puis qui aille faire un override sur le chiffre. Il faut garder des traces de ce qui se passe. Donc, si vous avez des données correctement organisées, je pense qu'on ne voit pas le bas de la feuille, peu importe. Des données, vous allez avoir, tu sais, les données, c'est bien organisé, ça devient de l'information. Et vous allez avoir du pouvoir. Le pouvoir. Donc, c'est important de bien organiser votre data. Ensuite de ça, en termes de processus, si vous n'avez pas déjà un processus SNOP, là, le S-N-E-O-P, Sales and Operation Planning, je vous conseille fortement d'aller lire sur le sujet. C'est très standard comme processus. À la limite, ça date de, en fait, il y a 20-25 ans, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de processus formel. Vous allez pouvoir vous inspirer de tout ça pour réfléchir aux problématiques par rapport à vos prévisions. Dans le fond, l'objectif, c'est que vous avez des gens de finance, de marketing et de vente qui ont tous de l'information, ils ont des budgets, des contraintes, puis il faut faire un plan qui met ensemble, qui est un plan collaboratif sur lequel tout le monde s'aligne. Donc, ça ne prend pas les chiffres finance, marketing et vente. Ce n'est pas 3 chiffres différents. En ce moment, là, il faut collaborer. Le processus SNOP, c'est à ça que ça sert. Donc, c'est un cycle normalement d'1 mois. Moi, je vous l'explique parce que ça va vous faire réfléchir à comment planifier. Mais l'idée, c'est qu'à chaque mois, vous regardez le passé et vos rapports de fin de mois. Vous planifiez votre demande. Fait que ça se passe dans la 2e semaine, par exemple. Vous planifiez votre production aussi en fonction de votre demande. Vous allez avoir une rencontre de directeur où on consolide l'information. On appelle ça la rencontre pré-SNOP. Puis ensuite de ça, on rencontre la haute direction
pour essentiellement les informer de ce sur quoi le processus SNOP a débouché. Et avec un processus SNOP qui est structuré, bien, vous pouvez prendre des meilleures décisions sur l'embauche, gérer mieux votre inventaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ce processus-là, des call to action très clairs. À l'intérieur, j'ai mis un autre cycle qui est le même, en fait, mais qui est un peu plus condensé. L'idée, c'est d'observer, analyser les données, vous orienter, donc prendre des décisions, décider, en fait, s'orienter dans les données, décider, puis agir. Donc, si ce cycle-là, dans votre entreprise, il prend 1 mois, vous n'y arriverez pas. Il faut réussir à accélérer ce processus-là, avoir une collaboration qui est rapide. Il n'y a pas 100 façons. Il faut couper partout où on perd du temps, puis il faut vraiment utiliser la technologie. Il y a des technologies qui sont disponibles pour faire ça. Donc, c'est le processus SNOP. Petit recap. Donc, c'est quoi les actions que vous pouvez prendre? Donc, comment vous pouvez vous structurer? Moi, je vous dirais, essayez de positionner les différentes catégories par rapport au rebound, au reboot, puis au reinvent. C'est quoi? Vous êtes dans quelle posture? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas une décision qui est micro, c'est une décision qui est macro, c'est une observation macro, mais ça va vous permettre de déterminer des tactiques, des stratégies. Ensuite de ça, écoutez le marché et les données. Donc, observez, il y a beaucoup d'informations, il faut profiter de cette information-là puis l'analyser. Analyser vos données, celles de vos clients. Donc, il faut vraiment, vraiment écouter les données. Ensuite de ça, travailler. Ce que vous pouvez faire, là, ça, c'est ce qu'il faut regarder. Ce que vous pouvez faire concrètement, augmenter votre agilité. Faites en sorte que vous soyez plus rapide au niveau de votre processus de prévision. Vous allez nécessairement améliorer vos prévisions avec le temps si vous vous attardez à ce problème-là. On est en contexte de crise, donc c'est peut-être un peu difficile d'améliorer des processus et d'avoir la tête claire. Mais dites-vous que dans n'importe quelle circonstance, l'amélioration des prévisions, c'est une amélioration qui est durable. Donc, si vous avez l'intention de durer, ça va vous servir pendant la crise, mais ça va vous servir après la crise aussi. Donc, en ce moment, l'amélioration des prévisions, ça pourrait vouloir dire la survie de votre entreprise. Dans le futur, ça pourrait vouloir dire plus de profit. Donc, c'est important de s'attarder à ce problème-là. Donc, ça conclut. Si vous voulez plus d'informations, allez sur power.zone. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Voir une démo ». On pourra vous montrer sans engagement comment notre solution de planification des prévisions fonctionne. Contactez-nous si vous avez des questions. On peut discuter. Envoyez des j'aime, des commentaires dans le fil Facebook. Si vous avez des questions, vous gênez-vous pas. Aussi sur le site power.zone, à partir des semaines qui viennent, on va mettre les transcripts. Donc, tous les vidéos live sont transcrits et vont être placés sur le site si vous les retournez par la suite. Et on publie des articles de blog de temps à autre. Donc, la semaine prochaine, on va parler des tactiques pour améliorer les ventes. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut tout le monde! Yes, sir.